Hi, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Autour d'un café. Un nouvel épisode sous un format YouTube. J'espère que vous avez apprécié le premier épisode sur YouTube. N'hésitez vraiment pas à me faire des critiques. Je les accepte toutes du moment qu'elles soient constructives. Je suis novice dans le montage vidéo, mais j'espère évidemment m'améliorer au fur et à mesure du temps. J'imagine que si tu es là, c'est parce que ce titre d'épisode t'a pas mal intrigué. We see you. Alors non, je ne suis pas ici pour voler le job de Jérém Star ou de Samzira. Ils font ça bien mieux que moi et ce n'est pas mon domaine. Alors dans l'épisode du jour, on ne va pas parler de Poupette Kenza spécifiquement, mais plutôt de ce qu'elle représente et ce qu'elle symbolise en réalité, à savoir un groupe de jeunes qui ont une caisse de résonance et une plateforme relativement importante, alors que le seul talent qu'ils exposent, c'est de filmer leur existence. No shade, but c'est vraiment la seule façon que j'ai trouvé d'expliquer leur profession. Et attention, moi je fais une distinction entre influenceurs et créateurs de contenu. Les influenceurs, tout ce qu'ils font en réalité, c'est juste filmer leur quotidien, c'est vraiment, ils filment juste leur quotidien. Ils ne proposent pas quelque chose de très concret en soi. Le groupe de jeunes est tellement accro et dépendant aux réseaux sociaux, aux followers, aux likes et à l'attention de manière générale, qu'ils ne connaissent plus aucune limite pour atteindre ce niveau de notoriété, et ce, peu importe les conséquences que ça pourrait engendrer. C'est pour ça que j'ai appelé ça le syndrome de Poupette, parce que Poupette Kenza, elle représente pour moi vraiment le paroxysme de ce groupe de jeunes-là. Quoi qu'on puisse penser d'elle, que tu l'aimes ou pas, tu as forcément déjà entendu parler d'elle. C'est vraiment ce qu'il y a de plus fascinant dans tout ça, c'est que moi personnellement, je n'ai jamais suivi Poupette Kenza. Je l'ai jamais suivi sur aucun réseau social. Pourtant, somehow, j'ai toujours été informée de ces nombreuses frasques, que soit par le biais de mes proches, soit par le biais des médias, et parfois même des médias qui sont quand même relativement sérieux. Et c'est ça qui pousse en réalité la jeunesse à faire parler d'eux, non pas en affichant un certain talent, mais par des bad buzz, parce que les chances qu'on leur offre une tribune médiatique pour s'exprimer sont beaucoup plus élevées. Quand on pense par exemple à un Benjamin Ledig qui a twerké dans une église, ou encore à une Ruby Nicara qui vend ses culottes usagées, ou encore à une Mila qui a tenu des propos islamophobes. En fait, on se rend bien compte aujourd'hui que contrairement à il y a 20 ans, où justement, en fait, on mettait en avant un talent, que ce soit dans l'acting, dans la chanson, dans un milieu artistique, en fait, la conséquence de ce talent qui est devenu pour la plupart une profession, la conséquence, c'est la célébrité. Or qu'aujourd'hui, en fait, on fait le schéma inverse. On ne présente aucun talent. Franchement, c'est vraiment pas une critique, mais c'est vraiment ce que je constate, c'est que sûrement que ces jeunes-là, ils ont des talents. Forcément qu'ils ont un talent quelque part. Mais ils ne se font pas connaître par le biais de ce talent. Ils se font connaître par leur bad buzz et par leurs frasques. Et c'est comme ça qu'ils deviennent célèbres. L'objectif, c'est la célébrité, c'est de faire parler de soi. Peu importe que l'origine de cette exposition ou de cette surexposition, elle soit extrêmement problématique. Vous vous rendez bien compte que les exemples que je viens de citer il y a 2 minutes, c'est extrêmement problématique qu'on leur offre une tribune médiatique aussi importante, qu'on y prête autant d'attention, parce que c'est juste des jeunes qui sont un peu perdus. Il y a beaucoup de choses évidemment qui expliquent pourquoi est-ce que ces jeunes ont recours à ça. Mais je veux dire par là que les médias ont quand même joué un rôle très important pour pousser et renforcer cette idée que les personnes qui font des bad buzz auront plus de chances en fait d'être célèbres, d'être invitées sur des plateaux de télévision. Donc les médias aussi, ils poussent en fait certains jeunes, parce que c'est principalement des jeunes, à adopter des comportements qui sont plus que discutables. Et du coup, la jeunesse, elle a bien compris ça, et c'est pour ça qu'elle se dit, tiens, ça va être plus rapide et efficace de faire parler de soi via des dramas, en étant dans le drama, en étant blasphématoire, ou encore en montrant ses fesses. Et je trouve qu'aujourd'hui, justement, il n'y a plus aucune limite pour se faire connaître, et vraiment, peu importe les conséquences. Je veux dire par là que les exemples que j'ai cités ont quand même dû faire face à des menaces de mort, à une protection rapprochée, à du lynchage médiatique. Et attention qu'on ne se méprenne pas, je condamne bien évidemment les cyberharceleurs parce que c'est eux qui font quelque chose qui est hors la loi. En soi, une Ruby Nicara qui vend des culottes usagées, bon, elle commet pas un crime, je veux dire que dans la loi ce n'est pas un délit. Et on peut se dire, ma foi c'est très chelou, mais je veux dire par là que ce n'est pas illégal, contrairement à du cyberharcèlement qui est puni par la loi. Et peut-être aussi une petite chose que je voulais ajouter, en fait, j'essaie de trouver, en fait, c'est quoi le début? Genre, quand est-ce que ça a commencé à intéresser les médias, ce genre de personnalité? Et en fait, je pense sincèrement que c'est depuis l'avènement de la télé-réalité. Bon, j'étais extrêmement jeune, donc je ne pouvais pas regarder cette émission,
mais tout le monde connaît quand même Le Loft. Je pense que c'était une des premières téléréalités francophones, si je me trompe pas, où là on a mis en avant une personnalité qui est Loana. Et Loana, comment est-ce qu'elle s'est fait connaître? C'est en étant justement ce personnage hyper sulfureux, c'était une très très belle femme. Et il me semble qu'il y avait une histoire de crac crac boum boum dans la piscine, if I remember correctly. Alors on joue pas dans la même division. Anyway, next. Je pense que la télé-réalité, elle a aussi quand même pas mal poussé à ce genre de comportement. Quand on regarde par exemple aujourd'hui que la télé-réalité francophone en tout cas ne marche pas aussi bien qu'il y a quelques années, moi je me rappelle, quand j'étais jeune, hein, mais bon, je regardais des télé-réalités, je vais pas faire la meuf péteuse et tout. Ma télé-réalité préférée c'était Secret Story parce que j'aimais bien le truc d'émission, etc. Enfin, en fait j'aimais trop l'aspect jeu en fait qu'il y avait dans les télé-réalités, genre même Pékin Express, Koh-Lanta, etc. C'était des émissions que je regardais beaucoup avant. Non, je regardais aussi des conneries quand même. Je me rappelle, je regardais L'île de la Tentation avec ma soeur en secret. Genre pas dans le salon familial. Massis, si tu passes par là, love you. Mais vous vous rendez pas compte à quel point les gens qui faisaient des téléréalités à l'époque, c'était des célébrités de fous malades. C'est-à-dire qu'ils faisaient la une de tous les magazines, genre Public, Closer, etc. Ils faisaient des paparazzades qui pouvaient aller jusqu'à 50 000 euros, peut-être même plus, mais j'ai déjà vu une interview comme ça d'un gars qui avait expliqué qu'il avait fait 50 000 euros pour une fausse paparazzade, donc vous vous rendez bien compte de l'argent que ça peut générer, et j'en viens à la motivation de pourquoi être célèbre à tout prix, peu importe la manière dont on fait parler de soi, c'est évidemment l'argent. Parce qu'en fait, ce que montrent aujourd'hui les influenceurs, c'est qu'on peut gagner énormément d'argent sans verser une goutte de sueur, sans passer des heures à bosser sur un projet. Et j'hallucine parfois, alors je comprends totalement le délire des trends, que les gens reprennent. Mais il y a certaines personnes, je vous jure qu'elles ne font aucun effort. C'est-à-dire que normalement, allez, si j'ai bien compris, hein, normalement, une trend, tu la reprends, mais tu la fais un peu à ta sauce, tu fais un peu à ta manière, tu rajoutes ta petite touche personnelle. Là, les trends, c'est du copier-coller. Je vous jure qu'il y a, je vais pas citer ton nom, mais il y a une influenceuse française qui, je le sais, elle pompe le contenu d'une grande influenceuse américaine. Genre, elle a même pas pris une micro-influenceuse américaine, elle a vraiment pris une influenceuse bien big, bien 6 millions d'abonnés, bien qui a interviewé Rihanna. Je vous laisse faire vos recherches. Et genre, elle a pompé tout son contenu. Mais quand je vous dis littéralement tout son contenu, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, elle a pris sa personnalité. C'est dans le sens où elle voit que cette meuf américaine, elle cartonne. Elle a un nombre de followers extrêmement important. Et donc, elle se dit, bah, si je fais pareil qu'elle, bah, je vais avoir le même résultat. Pour travailler à plein temps et à côté de ça, faire mon contenu pour le podcast, je peux vous dire que la création de contenu, ça demande du temps, ça demande de l'inspiration, ça demande de se casser la tête, etc. Donc, non, je peux vous dire que c'est un job. Mais on va pas se mentir, c'est pas un job à temps plein. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu vas y consacrer évidemment des heures dans la semaine, mais ce sera jamais comparable au salariat. Puis surtout, il y a tellement d'avantages. Franchement, c'est tellement séduisant de devenir influenceur ou créateur de contenu. Économie énorme. Tu gères ton temps comme tu veux. Avec cet épisode, j'ai un peu peur de passer, tu sais, pour la vieille bique comme ça, tu vois, qui est là, qui critique, qui dit ouais, la nouvelle génération, c'était mieux avant. Pas du tout. J'ai 28 ans, donc clairement, j'ai grandi avec les téléréalités. J'ai vu l'évolution de la création de contenu, des influenceurs, des réseaux sociaux, etc. Mais pour autant, je trouve qu'en fait, on s'abrutit, vous voyez ce que je veux dire? Genre, on développe pas vraiment notre potentiel. Or, on a tous un talent, on a tous des richesses, on a tous un truc comme ça, tu vois. Et ça a pas besoin d'être un truc extraordinaire. Moi, je sais que mon talent, c'est ça. C'est la force de mon discours, c'est l'écriture, c'est la créativité. On a tous nos talents, mais j'ai l'impression qu'en fait, ce genre de schéma où on met en avant des personnalités, non pas par leur talent, mais par leurs frasques, en fait, ça nous fait nous régresser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous fait pas explorer notre panel de potentiel. Ça nous protège pas, quoi. Encore une fois, les conséquences, elles sont vraiment désastreuses, et c'est pour ça que j'ai appelé ça le syndrome de Poupette Kenza. C'est un terme que j'ai inventé, hein. Vous allez voir ça nulle part ailleurs, mais voilà. Mais parce que Poupette Kenza, c'est vraiment l'exemple par excellence de à quel point les réseaux sociaux peuvent aussi nuire à ta vie. Et attention, il y a des choses très positives dans les réseaux sociaux. J'aime le fait que, par exemple, les réseaux sociaux, ce qui est chouette, c'est que ça ouvre la porte à tout le monde. C'est-à-dire que
peu importe ton milieu social, peu importe ton ethnicité, peu importe ton orientation sexuelle, peu importe ton appartenance religieuse, ben en fait, tant que tu as un talent que tu mets en avant, ça peut fonctionner pour toi. Et tu n'as pas besoin d'avoir des grosses caméras. Aujourd'hui, un téléphone fait très bien l'affaire. Les gens qui vont décider, entre guillemets, de ton sort, c'est les abonnés. Donc c'est des gens comme toi et moi, en fait. Et c'est ça qui est magnifique, mais la revers du médaille, c'est les conséquences que ça peut avoir les réseaux sociaux. Poupette Kenza, les réseaux sociaux ont eu des conséquences désastreuses sur sa vie. Et pourtant, elle a quand même continué sur les réseaux sociaux. Et c'est là où on voit à quel point la dépendance aux réseaux sociaux, la dépendance à cette sensation d'endorphine sur les likes, les commentaires, les attentions, les nouveaux abonnés qui s'ajoutent et qui s'ajoutent et qui s'accumulent, ben ça peut nous faire perdre la tête, ça peut nous faire perdre la raison. Et j'ai vraiment de la peine en réalité pour toutes ces personnes qui basculent vers l'autre côté. Peine pour cette jeune femme parce que je pense que elle est en grande détresse émotionnelle en réalité et qu'en fait il faut lui venir en aide, absolument. Il faut que son entourage soit là pour l'aider parce que elle a clairement une relation extrêmement toxique avec ses réseaux sociaux et pourtant elle n'arrive pas à s'en empêcher, elle n'arrive pas à arrêter parce que les réseaux sociaux, quand tu en abuses, c'est comme toute bonne chose, ça peut devenir une addiction et une addiction c'est jamais bon. Et tout ça en fait c'est littéralement la culture du vide. Quand on dit par exemple j'ai envie de, je pense que tu as déjà entendu cette phrase ou peut-être que tu as déjà dit cette phrase, moi en tout cas je l'ai déjà dite et ça me dégoûte quand j'y pense, mais la phrase bon allez je vais regarder une connerie là sur les réseaux, je vais déposer mon cerveau. Mais c'est très grave de dire ça, je vais déposer mon cerveau, c'est-à-dire que même réfléchir, même penser, c'est devenu un truc trop lourd pour toi et c'est là où je me dis vraiment on régresse. Et on est vraiment dans cette culture du vide. Mais vraiment du vide intersidéral. Ça me fait paniquer aussi tous les lundis matins à 9h quand tu reçois, tu sais, cette notification où on t'annonce ton temps d'écran. On peut passer des heures à scroller sur notre téléphone, à regarder la vie des gens et on les regarde, nous présenter leur vie luxueuse, leurs achats récents. Alors, au lieu d'utiliser ce temps-là pour toi-même atteindre certains objectifs, ou je me dis parfois, purée, je pourrais tellement utiliser ces heures-là pour genre développer une passion, apprendre à jouer du piano, apprendre une nouvelle langue, nous apporterait en réalité bien plus que juste un petit shot de bonheur passager, parce que ça ne durera pas ce sentiment-là et on en voudra toujours plus et plus et plus et plus. C'est là où on tombe dans l'addiction. Or que des activités, ça aura des bénéfices beaucoup plus importants sur le long terme. Alors il n'y avait pas vraiment d'objectif très précis derrière cet épisode. C'est simplement moi qui vous partage ce qui se passe dans ma tête et mon analyse sur la vie en général. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les débats, j'aime beaucoup les discussions comme ça sur des sujets d'actualité. Donc vraiment, dites-moi ce que vous en pensez de ce terme que j'ai inventé, syndrome de poupette. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez un petit peu de tout ça. J'aimerais beaucoup connaître votre opinion sur notre utilisation des réseaux sociaux, sur les personnalités qu'on met en avant, sur ce nouveau métier, parce que c'est un nouveau métier qui est pas mal émergent. Et je mettrai à l'écran, j'ai vu récemment le pourcentage de jeunes étudiants ou de jeunes élèves qui aspirent à devenir créateurs de contenu ou influenceurs. Et il me semble que j'avais vu que c'était genre parmi les premiers métiers qu'on citait. Avant c'était avocat, c'était journaliste, c'était médecin, enfin voilà. Moi personnellement j'ai toujours voulu être journaliste et parfois je me dis, bon je ferai un épisode là-dessus, mais je me dis parfois faut vraiment s'écouter en fait, faut vraiment s'écouter. Enfin, en tout cas j'espère que tu as passé un bon moment avec moi, j'espère que tu as apprécié l'épisode du jour. Comme d'habitude n'hésite pas à me faire des retours en barre de commentaires, il y a le jargon du YouTube. En fait, j'ai pas envie d'être chiante là à dire abonnez-vous, lâchez un commentaire, abonnez-vous aux notifications, abonne-toi à mon compte. Donc si tu veux le faire, fais-le. Si tu veux pas le faire, c'est pas grave. Donc voilà, si tu apprécies mon travail, n'hésite pas quand même à mettre un pouce bleu.